Je vais commencer par une confession. J'aime me tromper. Pas par goût du chaos ni par masochisme intellectuel, mais parce qu'une erreur repérée à temps est un instrument de mesure plus précis que la plupart des instruments que nous pouvons fabriquer. Si cette phrase te surprend, tant mieux. C'est précisément là que commence la compréhension. Nous voulons tous avoir raison. L'ennui, c'est que la réalité n'a jamais signé de contrat pour ménager notre amour-propre. Elle ne négocie pas. Elle répond par des faits, parfois indifférents, parfois, et la seule manière de ne pas se faire écraser, c'est d'apprendre à se défaire, rapidement, de l'obsession d'avoir raison. Voici le piège. Lorsqu'on est intelligent, on devient très habile à construire des histoires qui nous donnent raison. On repère les indices qui confirment, on oublie ceux qui dérangent, on répète plus fort ce qui arrange. C'est confortable, brillant parfois, mais stérile. La science que j'aime est l'inverse. Une pratique où l'on fabrique, par discipline, des occasions de se contredire soi-même. Quand on s'y entraîne, l'ego devient un outil, pas un maître. On commence à préférer ce qui est à ce que j'aimerais qu'il soit. Alors on avance. Ce texte explique une méthode simple mais exigeante pour y parvenir. Elle tient en 3 mouvements. D'abord, détacher son identité de ses idées. Tes hypothèses sont des outils remplaçables, pas des trophées. Ensuite, organiser l'échec utile. Concevoir des tests qui ont une vraie chance de te donner tort. Enfin, institutionnaliser la révision. Décider à l'avance quand et comment tu mettras à jour tes croyances, afin que la correction ne dépende pas de ton humeur. Rien d'ésotérique ici. Des rituels concrets, reproductibles, que tu pourras appliquer demain matin sur un calcul, un projet d'ingénierie, une décision personnelle ou un débat technique. Pourquoi cette discipline est-elle vitale? Parce qu'un cerveau qui cherche à avoir raison fabrique de la cohérence. Un esprit qui cherche la vérité fabrique de la corrigibilité. La cohérence te donne l'agréable illusion de solidité. La corrigibilité te donne une trajectoire. La première est statique et rassurante. La seconde est dynamique et parfois inconfortable, mais elle est vivante. Entre les deux, choisis la seconde. Je te montrerai comment rendre cet inconfort supportable, même motivant. Tu verras que l'essentiel n'est pas d'être sceptique envers les autres, mais envers soi-même. Être ouvert d'esprit ne signifie pas laisser entrer n'importe quoi. Cela signifie garder la porte ouverte vers la sortie pour ses propres erreurs. Nous parlerons de protocoles concrets, formuler des critères de réfutation avant d'examiner les données, tenir un journal d'hypothèses avec date et conditions de mise à jour. Pratiquer des paris calibrés pour ancrer ses convictions dans des probabilités plutôt que dans des postures. Utiliser des interlocuteurs contradicteurs, non comme adversaires, mais comme instruments de laboratoire. Distinguer, enfin, la fierté du bon travail et de la vanité d'avoir eu raison. Si tu presses déjà la question pratique, d'accord, mais que faire quand la pression sociale récompense ceux qui n'admettent jamais leur tort? Nous irons là aussi. Il existe des tactiques sobres pour reconnaître une erreur sans perdre l'autorité nécessaire à l'action. Annoncer à l'avance ce qui te ferait changer d'avis. Publier tes hypothèses comme on publie un protocole. Récompenser publiquement dans ton équipe le meilleur correcteur d'un raisonnement. Ces gestes transforment la culture autour de toi. Ils déplacent l'estime de qui a raison vers qui sait corriger vite. Je ne te promets pas le confort. Je te promets quelque chose de plus robuste. Un moyen d'apprendre plus vite que la moyenne, de réduire les angles morts qui coûtent cher et, bonus non négligeable, de dormir avec l'esprit un peu plus léger. Si tu es prêt à échanger une fraction d'ego contre une multiplication de puissance intellectuelle, tourne la page. Nous allons prendre au sérieux l'art discret le plus sous-estimé de notre époque, l'art d'avoir moins souvent raison, pour avoir de plus en plus raison. Commençons par l'opération la plus délicate. Séparer l'estime de soi de la fortune de ses idées. Ce n'est pas une chirurgie esthétique, c'est une hygiène. Une hypothèse n'est pas un drapeau à défendre, c'est un tournevis à essayer. Si l'outil ripe, on en prend un autre. L'ego, lui, aime coller des étiquettes. Mon idée, ma théorie. Alors je ruse. Quand je formule une thèse, je lui donne un numéro de version et une date d'expiration. 20,2 à réviser le 30 du mois. Ce simple geste suffit à rappeler au cerveau que l'idée est provisoire. Je note aussi les conditions qui m'ont conduit là, données utilisées, omissions connues, incertitudes tolérées,
Une idée qui a une carte d'identité détaillée est plus facile à remplacer qu'un talisman vague. Ensuite, je m'interdis une figure de style mental. Le donc, nous avons cette donnée, donc notre modèle est bon. Non. Nous avons cette donnée, donc notre modèle survit à ce test. Nuance essentielle. Survivre n'est pas triompher. Je remplace aussi les déclarations catégoriques par des probabilités. Dire je suis sûr coûte peu, dire je suis à 65% oblige à choisir un chiffre et à vivre avec PMTC. Si plus tard, le monde me corrige, je compare mes chiffres à la réalité et j'améliore mon calibrage. À la longue, c'est une politesse envers soi-même. On cesse de se raconter des histoires. Il faut également cesser de confondre style et substance. Les idées bien présentées paraissent plus vraies. J'exige donc de mes raisonnements une version moche, une page où je jette le schéma minimal, sans rhétorique. Si l'argument tient debout sans le vernis, alors je laisse passer au salon. Sinon, retour à l'atelier. De la même manière, j'essaie de décrire le territoire avant de dessiner la carte. Fait brut, puis hypothèse, puis inférence. Quand on confond l'ordre, on finit par peindre une carte si jolie qu'on n'ose plus la plier. Détacher l'ego ne signifie pas renoncer à l'ambition. Cela signifie déplacer la fierté. Ne plus se féliciter d'avoir trouvé, mais d'avoir corrigé. Dans mon laboratoire idéal, le trophée n'est pas la plus belle démonstration, c'est la plus utile réfutation. J'encourage cela par une récompense visible. Chaque fois qu'un collègue tue une mauvaise idée qui était mienne, je note son nom au tableau. Pas par masochisme, mais pour fixer la norme. À force, l'équipe associe prestige et capacité de correction. C'est contagieux. Dans la vie courante, la même discipline s'applique. Tu veux décider entre deux designs de circuit? Avant d'argumenter, écris 3 critères qui te feraient changer d'avis: rendement minimal, tolérance au bruit, coûts matériaux. Tu envisages un recrutement? Note à l'avance les signaux négatifs qui l'emporteraient malgré un entretien charmant. Tu hésites sur un pari technique? Engage un petit pari calibré. Si la solution est la bonne, tu t'engages à documenter publiquement les raisons. Si c'est B, tu publies aussi, et tu remercies celui qui t'a fait gagner du temps. La publicité des règles casse la tentation de retcon, réécrire l'histoire après coup. Un dernier outil, la contrevoix interne. Chacun porte un mini-procureur dans la tête, chargé de défendre sa thèse. Recrute-lui un avocat du diable. Donne-lui des droits procéduraux. 5 minutes, chronométrées, où tu dois produire l'argument le plus fort contre ta position, sans sarcasme ni caricature. Si rien d'efficace ne sort, c'est bon signe. Si un bon argument surgit, ce n'est pas une défaite, c'est une économie de temps. La plupart des erreurs coûteuses ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque d'occasion d'entendre ce qu'on savait déjà confusément. Détacher l'ego, enfin, c'est se souvenir d'une évidence. La réalité n'a pas d'humeur. Elle ne punit pas, elle n'humilie pas, elle mesure. En cessant de prendre la correction comme une attaque personnelle, on rétablit la symétrie. Nos idées deviennent des capteurs et nous cessons de confondre le cadran avec le pilote. L'honneur n'est pas d'avoir raison longtemps, il est d'apprendre vite. Passons au moteur, fabriquer des tests qui ont une chance réelle de nous donner tort, puis installer un calendrier qui nous oblige à mettre à jour. La plupart des échecs sont gaspillés parce qu'ils ne sont pas instrumentés. On voit ça ne marche pas. On ne voit pas où ni combien. Alors avant de lancer une expérience scientifique, technique, managériale, j'écris 3 sections: prédictions risquées, point de cassure, mesure. Les prédictions risquées sont ces conséquences spécifiques que seul mon modèle anticipe. Les points de cassure sont les seuils au-delà desquels je dois changer de modèle. Les mesures sont les instruments et protocoles qui empêchent la discussion stérile. On dirait que... Sans cela, l'échec n'est qu'un bruit, douloureux mais muet. Je règle ensuite la granularité. Son trait contrepite pécarillement de l'outar. Ce câble est la granularité. Les tests trop gros échouent de façon spectaculaire, mais inexploitable. Je préfère une série d'essais petits, rapides, qui isolent chaque hypothèse. Exemple, ton pont miniature vibre. Au lieu de reprocher à la structure,
Teste séparément l'amortissement, la rigidité des joints, la distribution des masses pour sentir. Chaque essai doit pouvoir falsifier au moins une histoire que ton ego aime raconter. Si tu n'arrives pas à écrire cette histoire en une phrase, c'est que tu ne testes rien. Je publie mes critères avant de collecter les données. C'est une superstition rationnelle. Elle empêche l'esprit de masser les chiffres après coup. Et je garde une ligne pour la trahison des métriques. Que ferais-je si ma mesure officielle s'améliore, mais que l'expérience semble mauvais? Ici, j'ajoute un indicateur brut, difficile à maquiller, temps écoulé, énergie dissipée, incident. Les métriques sont comme des avocats, utiles, mais enclins à plaider pour vous. Il faut aussi un huissier. Vient le moment de la révision. Je ne la confie pas à l'humeur. J'installe un rituel à date fixe. Une réunion courte, agenda immuable. 1. Quelles hypothèses ont été testées? 2. Quels seuils ont été atteints? 3. Quelles croyances changent de valeur avec un chiffre? On sort le journal d'hypothèses et on met à jour, comme on met à jour un logiciel, 20,2, 20,3 changelog explicite. ABC probabilité de l'hypothèse H de 0,7 à 0,7 à 0,45 suite au test T. Nouveau plan. Explorer. A. Cette écriture est austère, mais c'est l'antidote aux discussions interminables où chacun repart avec son roman pointeau. Pour accélérer l'apprentissage, je mesure la calibration. Chaque fois que je donne un pourcentage, je note le résultat réel. Tous les mois, je calcule ma perte. Briller, si tu veux un nom. Plus elle est basse, mieux je relis mes phrases au monde. Cette boucle crée une incitation contre-intuitive. Je suis récompensé non pour mes victoires, mais pour la qualité de mon thermomètre interne. À long terme, c'est ce qui te rend dangereux, au bon sens du terme. N'oublie pas la dimension sociale. Si tu veux qu'une équipe corrige vite, crée des contrats de renversement, chaque décideur annonce publiquement, à l'avance, le fait qu'il obligerait à changer d'avis. Ensuite, fais tourner la fonction revue rouge. Une personne par cycle est chargée d'attaquer la thèse dominante avec bienveillance mais férocité. Enfin, célèbre les corrections rapides pins. Un tableau de chasse des hypothèses abandonnées n'est pas morbide, c'est un musée des pièces détachées qui nous ont empêchés de tomber. Et lorsque l'échec survient, car il surviendra, on le traite comme un prélèvement sanguin, pas comme une condamnation. On extrait l'information, on jette le reste. On ne commande pas l'honneur des personnes, on documente la géométrie des causes. 2 questions suffisent. Quelle variable aurait pu nous informer plus tôt? Et quelle décision future sera différente grâce à cette information? Si tu ne peux pas répondre à la seconde, tu n'as pas fini l'autopsie. Un échec utile est un investissement. Un échec non instrumenté est une taxe. Au fond, il s'agit de vitesse de convergence. Ce que les autres appellent avoir raison, je l'appelle atteindre plus vite le bon voisinage. On y arrive non en poussant plus fort son opinion, mais en réduisant la friction entre l'erreur et la correction. C'est mécanique. Et c'est à ta portée dès demain matin. Tout cela demande du courage, mais pas celui des fanfares. Le courage discret de dire « j'avais tort avant que le monde n'ait besoin de te le crier ». Le bénéfice n'est pas seulement intellectuel, il est pratique et moral. Tu travailles mieux, tes pairs te font plus confiance, et, chose rare, tu deviens plus libre. Car celui qui n'est pas obsédé par l'idée d'avoir raison n'a rien à défendre, seulement quelque chose à apprendre. C'est une posture sobre, presque tranquille. Elle ne fait pas grand bruit. Elle fait mieux, elle te rapproche, à chaque itération, de ce que le monde est réellement. Et c'est là, toujours, que commence la vraie puissance. Le courage discret se traduit par des actes précis, pas par des slogans. Concrètement, tu t'engages à publier tes critères avant d'observer, à chiffrer tes convictions, à réviser à date fixe et à remercier celui qui te donne tort rapidement. Ce n'est pas une posture morale, c'est une stratégie d'optimisation. Tu réduis le délai entre le signal et la correction. Point conifie. D'ici, tu augmentes la bande passante entre le monde et ton modèle. La performance à long terme vient de là. Adopte un rythme. Chaque journée commence par une hypothèse testable et se termine par une note de calibrage. Qu'ai-je appris? Que dois-je baisser ou monter dans mes probabilités? Chaque semaine, une revue brève. 3 décisions que tu modifierais si tu devais recommencer. Chaque mois, un bilan d'erreur utile.
Non pour te blâmer, mais pour documenter les capteurs défaillants et les délais trop longs. Cette comptabilité n'est pas punitive, elle est comme l'entretien d'un instrument de mesure. Corriger vite ne t'enlève pas de l'autorité, cela t'en donne. L'autorité qui dure ne vient pas d'une infaillibilité jouée, mais d'une fiabilité dans la révision. Tes interlocuteurs apprennent que tu ne t'accroches pas à une thèse au-delà du raisonnable. Ils osent te signaler les signaux faibles, parce qu'ils savent que cela sera traité comme une donnée, non comme une offense. Tu crées une économie de la franchise. Le coût de te parler franchement baisse, le débit d'informations utiles augmente. Il y aura de la résistance. Ton ego parfois réclamera la scène. Rappelle-lui ce contrat simple. L'estime de soi n'est pas liée au verdict d'une expérience, mais à la qualité du protocole. As-tu défini les voies de réfutation? As-tu tenu parole lorsqu'elles se sont présentées? As-tu réécrit le changelog sans détour? Si oui, ton score est bon, même si le résultat te contrarie. Le reste est du théâtre. N'attends pas un grand soir pour commencer. Nitiased se libased de bondir l'ourson et temendir et ses grammaires. Le meneur commence soir pour commencer. Choisis un dossier modeste et installe la mécanique. Écris une hypothèse, fixe un seuil de renversement, annonce-le, mesure, puis révise. Recommence. 2 ou 3 itérations suffisent pour sentir le gain. Moins d'argumentation décorative, plus d'avancées concrètes. Tu verras aussi un effet secondaire. La conversation change de texture. On quitte les postures. On parle géométrie, marge, incertitude, pan. L'air devient respirable. Au niveau d'une équipe, formalise quelques rites légers, un tour de table contre-argument d'acier, où chacun doit formuler loyalement le meilleur point contre sa propre option, un tableau visible des hypothèses retirées avec leurs motifs, une prime symbolique pour la correction la plus rapide d'un raisonnement central. Ce ne sont pas des gadgets, ils alignent l'estime sur la vitesse d'apprentissage qui est la seule grandeur stratégique durable. Il restera des cas ambigus. La donnée sera bruyante, les métriques se contrediront, la décision devra tomber. Dans ces moments, dis clairement, voilà ce que nous croyons avec telle probabilité, voilà ce qui nous ferait changer d'avis, voilà la date de révision. Tu rends l'incertitude opérable. Tu évites le piège classique, déguiser un pari inévitable en certitude verbale. La réalité te fera payer cette confusion, autant lui présenter une tenue de travail. Apprends aussi l'honneur public de l'erreur. Quand ça te renverse, annonce-le net, donne le mécanisme et explique ce que tu changes dès maintenant. Pas de circonvolution. Chaque aveu propre construit un capital de confiance qui vaut plus qu'une série de petites victoires rhétoriques. On se souvient davantage de celui qui a appris plus vite que de celui qui a eu raison par hasard. Rien de cela n'exige du génie. Il faut de la discipline, un peu d'humour, et la mémoire qu'il y a plus d'informations dans une correction bien faite que dans une confirmation paresseuse. Tu peux partir d'aujourd'hui. Une hypothèse numérotée, un seuil, une date, un pari calibré, un remerciement à qui te contredit loyalement. C'est peu spectaculaire, c'est très efficace. Je terminerai par une règle que j'ai apprise à force d'expérience. La nature n'est pas dupe. Tu peux lui parler avec élégance. Elle répondra en chiffres. Tu peux l'ignorer un temps. Elle reviendra avec intérêt. Le seul langage qu'elle récompense est la corrigibilité. Si tu t'y engages, tu ne gagneras pas tous les débats. Tu n'en auras plus besoin. Tu gagneras en précision, en vitesse, en liberté. Et surtout, tu gagneras ce luxe rare. Regarder un résultat qui contredit ton idée de la veille et te dire, sans amertume, très bien, nous tenons enfin quelque chose.